Bonjour à tous et bonne année. Bonne année aussi. 2018 va être une année très spéciale, une année charnière en fait. D'abord nous allons avoir les discussions sur le Brexit qui vont continuer et qui vont dire beaucoup de ce que sera en fait l'avenir du projet européen. Il y aura les discussions sur le budget et sur les orientations de l'Union européenne. Et puis enfin, c'est la dernière année d'exercice du Parlement européen et donc probablement 2018 sera sa première année de campagne pour les élections de mars 2019. Et donc voilà, Georges, nous allons devant beaucoup de sujets et autant de défis pour l'Europe. Alors en quelques mots et à grands traits, quels seront ces défis? Eh bien, moi j'en vois 5. D'abord au niveau du budget et des orientations politiques pour le futur. L'exécution du budget actuel ne pose pas problème. Nous avons le même budget avec des possibilités légères de s'améliorer au niveau de la gestion des ressources. Et les négociations Brexit nous ont rassurés quant à l'exécution de ce budget jusqu'en 2021, 2022, 2023 pour les paiements. Donc de ce côté-là, ça va. Pour la prochaine période de programmation, il y a un grand point d'interrogation. Il y a deux chemins qu'on peut emprunter, soit un chemin ambitieux qui passe également par un accroissement du budget de l'Union. Il ne faudra pas avoir à nouveau, comme aujourd'hui, un budget en baisse, donc un budget plus ambitieux qui assure la transition énergétique, qui préserve l'environnement, qui assure la sécurité, qui réduit les inégalités. Bref, les défis finalement sont connus. Il faut se donner les moyens de les mettre de les assumer, et il faut arrêter de dire aux citoyens qu'une dépense au niveau européen est une perte pour eux, alors que c'est une meilleure façon d'agir, de gérer tous ensemble des choses qu'on ne peut gérer qu'ensemble. Voilà, donc ça c'est une voie qui est une voie ambitieuse. L'autre voie, c'est une voie malthusienne, c'est de dire, ben, le Royaume-Uni part, eh bien on va réduire, on va maintenir le même budget, où on va passer de 0,94% du PIB communautaire à 1,2, ce qui veut dire une baisse du budget, y compris avec des conséquences sur les ressources humaines, et surtout une conséquence pour la construction européenne. Et donc aujourd'hui, il y a un grand défi, et ce défi est important parce que seul le Parlement et la Commission européenne peuvent expliquer aujourd'hui à la Commission, avec quelques États membres, pourquoi agir ensemble, c'est nécessaire, possible et salutaire. Donc voilà, ça c'est donc un paquet dans lequel nous voulons participer, puisque la Commission nous interpelle, et que nous voulons aussi participer comme citoyens, là où des débats citoyens sont organisés. Le second grand chantier, c'est le dialogue social. Le dialogue social, il existe à la Commission, il n'existe presque pas au Parlement européen, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. La représentation de la démocratie européenne, elle est moins disante au niveau du dialogue social. On dirait qu'il n'y a que les syndicats qui doivent s'occuper de la charte des droits fondamentaux et pas du tout l'institution. Et si on regarde du côté des agences d'exécution et de régulation, là on a beaucoup de retard. Il y a un frémissement cependant à Cologne, à Barcelone, à Alicante, hier, et dans d'autres endroits, on commence à comprendre l'importance. Il y a des accords cadres qui sont continus, il faut amplifier. Nous pensons que le dialogue social est important pour faire marcher les institutions, est important pour faire vivre nos sociétés démocratiques, y compris sur le lieu de travail. Et alors, oui, pardon, je te coupe, et on va rappeler que justement à la Commission, il y a un chantier qui s'ouvre sur le dialogue social et une occasion vraiment historique presque, oui, en fait, de l'améliorer. Et là, nous voulons saisir la balle au fond de ce que nous propose l'employeur, et nous ne voulons pas de replâtrage et des arrangements où on change 2-3 trucs pour que rien ne change. Nous voulons aller jusqu'au fond des choses pour vraiment faire un pas en avant et améliorer le dialogue social. Nous avons déjà évoqué ces questions, nous allons continuer à les évoquer. L'autre grand chantier, c'est les ressources humaines. Les institutions européennes sont des institutions un peu sui generis. Et donc, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées au fil des temps. Il est temps maintenant de mettre les choses à plat et de voir comment on peut assurer les mobilités, assurer les carrières,
accompagner les carrières de manière beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, notamment au niveau des mobilités interinstitutionnelles, on pourrait l'accentuer, entre agences, avec les institutions. Sur les mobilités, il y a beaucoup à faire, mais aussi au niveau des carrières. On a l'impression que les carrières dans les institutions européennes, c'est comme si on te donnait 20 € dans ton porte-monnaie, un chariot, tu rentres dans un supermarché et débrouille-toi. Il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement et il n'y a pas de discussion sur les carrières. Et ce qui est curieux, parce que nous sommes une institution finalement de cadre, du bas en haut de l'échelle, et on devrait avoir finalement non seulement une administration de ressources humaines, mais une gestion de ressources humaines et une politique de ressources humaines. Les collègues actuels à la Commission sont conscients, ils sont en train de le faire, mais qu'en est-il ailleurs et comment peut-on y contribuer? Donc ça, c'est le troisième dossier. Et puis il y a la question du recrutement, où des questions se posent. On a des formes de recrutement qui sont légitimes, concours généraux, c'est très sélectif, mais ça ne permet pas d'avoir des candidats de tous les États membres. Il y a des lacunes au niveau de l'Allemagne, au niveau des pays nordiques. Oui, même de la France d'ailleurs. Oui, même en partie de la France. Alors est-ce dû au manque d'attractivité des salaires pour certaines catégories très qualifiées? Est-ce dû à la perception qu'ils ont du rôle aujourd'hui des institutions? Est-ce dû au mode de recrutement où finalement entre le moment où on postule pour un concours et le moment où on le passe, on le réussit, il y a un temps énorme qui s'écoule et un investissement important et sans aucune certitude d'emploi? Est-ce dû au fait que la publicité sur les carrières européennes, qui sont extrêmement diverses et riches, n'est pas assez faite? Et puis, de manière additionnelle, la question se pose aussi sur est-ce que c'est la meilleure façon de recruter? Elle est légitime, elle est transparente, est-ce que c'est la meilleure? Est-ce qu'on a les meilleurs candidats finalement? Et là, il ne faut pas s'interdire, comme certains syndicats, de repenser en fait. De repenser, d'expérimenter. Et on est quand même dans le paradoxe où l'administration nous propose d'être associé à des projets pilotes et où on refuse parfois par conservatisme. C'est dommage. On doit expérimenter parce que notre métier est un métier complexe et finalement le recrutement, pour ce que nous sommes, est un recrutement complexe. Oui. Et donc nous devons être sur le qui-vive et vérifier toujours qu'on est dans le bon chemin. C'est la meilleure façon de maintenir la qualité de la fonction publique. Et le dernier dossier, ce n'est pas une surprise pour toi, c'est la précarité. La précarité, et c'est beaucoup développé avec des améliorations, mais on doit la réduire. On doit la réduire. On doit, dans les agences, aller vers une fonctionnalisation comme à Alicante. Si c'est possible à Alicante, pourquoi ne pas le faire ailleurs? On doit, dans les institutions, puisqu'on a créé par exemple le groupe de fonctionnaires ASTSC, bon, pourquoi embaucher des contractuels au même niveau? À Alicante, par exemple, on n'embauche plus des contractuels groupes de fonction on embauche des ASTSC. Pourquoi donc ne pas réduire là? Pourquoi ne pas proposer aussi d'améliorer certaines carrières? Pourquoi? Et notamment par l'accès aux postes libres. Mais peut-être qu'on pourrait commencer à repenser la question de la précarité versus la pérennité. C'est-à-dire que quand même dans les agences, ce sont des emplois pérennes sur lesquels on recrute des précaires. Mais la plupart des postes où il y a des contractuels ou des gens en situation temporaire, c'est des tâches permanentes. La plupart. Et donc là, il y a un hic. Alors, je sais bien que les institutions subissent cela, ne le souhaitent pas. Elles ont le souci de faire marcher la boutique, ce qui est quand même leur devoir premier, parce qu'il faut qu'on continue à faire le job, à montrer qu'on est utile, et alors, il faut le faire avec un moindre coût, mais ok, mais ça doit être un moment, mais ce n'est pas une raison pour ne pas traiter bien ce personnel, ne pas leur offrir des possibilités de carrière, ne pas leur offrir des possibilités de devenir fonctionnaire. Et il y a des choses qui se passent. Tout ce que nous disons est déjà à l'œuvre, mais pas de façon systématique.
pas de façon systématique. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est à travers un dialogue social, d'essayer de le rendre systématique, être ambitieux tout en étant réaliste. Eh bien Georges, je vois que nous allons avoir énormément de travail en 2018, travail dont nous vous rendrons compte au fur et à mesure de ses développements. À très bientôt sur notre chaîne You4 YouTube et encore une fois, bonne année 2018. Oui, bonne année.